Téléspectateurs de Vendée TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau qui fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, internationale. On regarde qu'est-ce qui se passe à l'horizon. Sur ce plateau, on fait un décryptage, on essaie de savoir, on analyse. Et comme vous le savez très bien, j'ai toujours avec moi en chronique un confrère. Et là, je me permets de vous dire que sur ce plateau, aujourd'hui, c'est 100% hommes et femmes de médias. Nous avons comme invité M. Boubacar Kanouté. Il est président de l'Union des journalistes reporters du Mali, UJRM. Kanouté, bonjour. Bonjour. Ça va, cher confrère? Ça peut aller. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir de partager également. Je remercie Mandé TV pour l'invitation. Et aussi, je salue mon confrère Bourman Soulo qui est là sur le plateau en face de moi. Et j'espère, je souhaite bon débat en tout cas. Merci bien. Soulo, ça va? Ça va très bien, Fadima. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles du pays? Bon, les nouvelles du pays, comme vous le savez, votre ami, cher ami EDM fait son boulot. Je crois qu'elle ne vous dérange pas trop. Hein. J'ai l'impression que finalement, vous faites le combat plus que moi parce qu'à un moment donné, j'essaie d'oublier. Je me rappelle ce soir, mais je me rappelle toujours la réalité. Bon, en tout cas, maintenant, je crois que dans certains secteurs, ça va, parce que à certains quartiers quand même qui ont beaucoup plus de temps en termes de fourniture d'électricité, même jusqu'à présent, comme vous l'avez dit la dernière fois, peut mieux faire. Ouais, voilà. peut mieux faire. Peut mieux faire. En tout cas, on essaie de voir, comme je l'ai dit pour l'instant, les Maliens arrivent à supporter ces temps de manque de courant, parce que moi, j'appelle plus ça du délestage. On appelle plus ça du délestage. Du moment qu'on a 4 jours de courant dans le mois, maintenant, on est passé à 5 jours, voire 6 jours dans le mois. Le mois, c'est 4 semaines, il faut le dire. Il faut dire les choses comme elles sont quand même. Les Maliens acceptent parce qu'on arrive à trouver des alternatives avec quelques panneaux et tout. Et là, c'est pas tout le monde. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, ça tient un petit peu. Mais la période cruciale, vraiment, c'est la période des chaleurs. C'est là que on va parler vraiment de toutes les langues. Le besoin se fait réellement sentir. C'est ça. On va parler de toutes les langues. Voilà, nous allons aller sans plus tarder avec nos sujets, nos dossiers, comme on aime si bien le dire sur ce plateau. Le premier sujet qu'on a, il s'agit du dossier sommet Chine-Afrique qui s'est passé du 4 au 6 septembre dernier à Pékin, en Chine. Voilà, des présidents africains ont été reçus par le président chinois. Il y a eu beaucoup de conventions, des négociations. Qu'est-ce qui s'est passé? On essaye un petit peu de faire un bilan ici sur ce plateau. Soulo. Oui, merci. Comme vous l'avez dit, hein, du 3 au 6 septembre. Du 4 au 6, bon, moi je mets déjà le départ des Assimi à partir du 2 dans le bilan de ce sommet. Parce que quand même le président Assimi a signé pas mal de conventions avec des entreprises chinoises. Donc c'est pourquoi je me permettais de ramener un peu. Mais quand même du 4 au 6, 2 jours durant, des chefs d'État africains et leurs homologues chinois se sont penchés sur comment améliorer la coopération entre l'État chinois et le continent africain. Comme vous l'avez dit, hein, la principale information qu'on peut retenir de ce sommet, c'est 50 milliards de dollars qui vont être octroyés par la Chine à l'endroit des États africains. Et sur ce point, est-ce que mobiliser tout un continent pour leur dire je vous donne 50 milliards qu'on divise par 54 pays, est-ce que chacun peut avoir 100 millions ou 200 millions de dollars? C'est à voir. En plus, ce n'est pas sur une année, c'est sur 3 ans. Et comme on ne sait pas comment la répartition va être faite, parce qu'il y a certains pays qui ont quand même des relations plus avancées avec la Chine que d'autres, même si le Mali a quand même su tirer, on peut dire ainsi, son épingle de jeu en ayant le statut de sa coopération avec la Chine élevé. Parce que désormais, le statut de partenariat qui régit entre le Mali et la Chine, c'est un partenariat stratégique.
Donc ça c'est très important, ce qui veut dire qu'il y aura des coopérations d'État à État entre le Mali et la République populaire de Chine, et sur pas mal de secteurs, notamment dans le domaine militaire, dans le domaine économique, dans le domaine de l'électricité, justement, et l'électricité dont les Maliens ont vraiment besoin, que dans tous les secteurs, que ce soit dans les entreprises, à la maison, ici à Mandé TV, partout on en a besoin. Et on a vu en marge de ce sommet, on l'a rappelé la dernière fois ici, le Mali a signé quand même pas mal de conventions, et sur ce plan individuel on peut dire que ce sommet a été un peu bénéfique pour le Mali, parce que on s'en est sorti avec la signature d'accords et de conventions avec des entreprises qui évoluent sur le premier, dans le premier plan du développement. Il s'agit là des entreprises qui évoluent dans l'armement, des entreprises qui évoluent dans l'énergie, des entreprises qui évoluent aussi dans la nouvelle technologie. Et les représentants de l'État malien quand même se sont exprimés là-dessus et ont montré leur joie, leur satisfaction vis-à-vis de ces partenariats, de ces conventions signées là. Donc, en grosso modo, ce qu'on peut dire de ce sommet, un sommet, moi, le bilan global est mitigé. Avant ce bilan, j'aimerais bien avoir un peu l'observation de M. Kanouté. Kanouté, vous avez vu tout ça en tant qu'homme de médias, de la presse. Est-ce que le Mali tire suffisamment bien son épingle du jeu? D'accord, donc tout d'abord, moi, avant de répondre à votre question, bien sûr, je suis un peu mal à l'aise avec ce sommet interminable de pays continent africain. On a vu le sommet France-Afrique d'abord, ensuite le sommet, on a même créé récemment un sommet Inde-Afrique aussi, et sommet Russe-Afrique, sommet Chine-Afrique. Peut-être qu'un autre pays européen ou soit déjà Japon-Afrique aussi, peut-être que USA-Afrique aussi, Amérique, États-Unis, Afrique. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu une émulation pour que tout un continent, en tout cas, se déplace pour répondre à l'invitation d'un seul pays, pour exprimer nos besoins et en contrepartie faire des partenaires avec un seul pays. Et ça prouve aussi que l'Afrique, en tout cas, avec ses partenaires par-ci par-là, nous serons toujours en tout cas partagés entre les différentes puissances économiques. Parce que quand vous partez répondre à l'invitation d'une puissance, c'est pour signer des partenariats, des conventions, et vous invitez en tout cas ces puissances extérieures, en tout cas étrangères, et en conflit sur votre sol. Donc il est temps que ces chefs d'État africains qui se déplacent chaque année et pour aller répondre à l'invitation d'un seul pays, qu'ils commencent à travailler réellement en Afrique, et que l'Afrique puisse elle-même voler de ses propres ailes et non tout le temps courir derrière des aides. Donc c'est ce que je voulais d'abord exprimer, ces regrets. D'abord, ensuite, maintenant, concernant cette visite du président de la transition en Chine, je peux dire que c'est une visite, c'est déjà la deuxième sortie l'un du continent africain du président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, après sa visite en Russie. Et c'était une mission qu'on peut dire qui est pleine de promesses, vraiment celui l'a dit, avec l'annonce de 50 milliards de dollars américains qui est annoncé pour tout un continent encore. Et là, il y a déjà des pays qui sont prêts à se battre pour avoir la grosse part de ces gâteaux-là. Et ça, c'est une annonce. Déjà, l'effet visible, c'est concret qu'on peut réellement voir. C'est les dons de 22 milliards que la Chine, en tout cas selon beaucoup d'informations, que la Chine a offertes au Mali, sans contrepartie, dont 2 milliards qui vont aux sinistrés des inondations, et suite en tout cas à la décision du Mali d'instaurer en tout cas l'état de catastrophe nationale. Donc ça, c'est les acquis de cette mission. Aussi, je pense que le ministère de la Défense aussi a trouvé 2 contrats
parce que l'actualité, le contexte aussi sécuritaire oblige, des contrats d'armement, de renforcement des capacités de l'armée. Et tout ça, c'est des très bonnes choses. Notamment aussi, il y a d'autres contrats qui ont été signés dans le domaine de la construction des centrales photovoltaïques à Safo. Et la deuxième phase, ce contrat a été négocié aussi par le président de la transition. Donc tout ça, on a entendu des promesses, il y a des acquis, mais c'est les promesses qui sont plus conséquentes en tout cas que les acquis réellement. Et ces promesses-là, on a une mauvaise expérience déjà dans le passé avec l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, dont les retours de ce sommet encore de Chine avec l'annonce de 500 milliards, si j'ai bonne mémoire, qui a été aussi acquis en grande pompe par son retour avec cette annonce de promesse de 500 milliards de la Chine. Qu'on a, je ne sais pas comment est-ce que quand ces 500 milliards sont arrivés, en tout cas, ces 500 milliards, on n'a pas vu là où ils devraient aller. Donc, moi, je suis un peu prudent avec ces annonces-là. Je préfère me contacter en tout cas au concret qui ont été donnés. D'accord, merci beaucoup. Mais on remarque quand même, il y a beaucoup de citoyens maliens qui se sont dit finalement, Assimi ne sort que quand il y a un sommet. Ça, c'est la première remarque que beaucoup de personnes l'ont dit. Et puis le deuxième constat aussi, beaucoup disent que est-ce que c'est nécessaire de se déplacer pour aller à un sommet pour avoir des contrats? Ces discussions, les ambassades doivent pouvoir jouer leur rôle en fait. Bon, je ne suis pas d'accord avec ces dires. Hein. Moi, je suis d'accord que quand un président sort, parce que quand on est dans des situations souvent très compliquées comme celle du Mali, parce que on l'a rappelé, Boubacar Kanouté l'a rappelé, le contexte sécuritaire oblige. Dans certaines situations, il nous faut forcément la voie la plus autorisée, qui est celle du président. Vous avez vu, Ibeka a tellement voyagé pendant cette année de mandat. Il avait tellement voyagé, il avait fait, je crois à un moment donné, il y avait un journal de la place qui avait fait le voyage par an qu'Ibeka avait effectué à 13 tours du monde. Donc, comptabilisé, le journal a comptabilisé, ça équivalait à 13 tours du monde qu'il avait effectué, avec beaucoup de dépenses, bien sûr, qui ont coûté aux contribuables maliens. Donc, par exemple, moi, je me dis, ceux qui disent, si Assimi sort du pays que quand il y a sommet, oui, en partie, ils ont raison, mais quand même, c'est pas dans tous les pays aussi Assimi part. Par exemple, on l'a invité en vain dans les sommets de la CEDEAO. En tant que président, il ne s'est jamais rendu à ces sommets. Quand il était vice-président, une fois, il est parti à Accra. Mais après, quand il est devenu président, il n'est pas parti. Les derniers sommets, quand même, c'est les sommets que lui-même a orchestrés, parce que c'est les sommets de l'AES qu'il a participé. Sinon, en dehors de ça, on n'a pas vu Assimi, on ne voit pas Assimi fréquemment aller dans les sommets. Mais, comme vous l'avez dit, parce que la Russie, c'est quand même un partenaire aujourd'hui très stratégique et considéré comme très sincère par les autorités actuelles de la transition. Et la Chine aussi, le Mali est en train de séduire en quelque sorte l'apport de la Chine, parce que peut-être qu'ils ont vu d'un côté, parce que depuis quand même 2021, on est avec la Russie. Peut-être qu'ils sont en train de se rendre compte aussi un petit côté bémol de ces partenariats avec la Russie. Donc il faut renforcer même du côté militaire aussi des armements militaires d'autres pays, d'où la convention signée avec Norenco en Chine avec le ministère de la sécurité, de la défense. Mais toujours est-il que moi je trouve que le président de la transition, si c'était pas n'eût été sa présence en Chine, est-ce qu'on aurait eu cette élévation de partenariat au niveau stratégique? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que... Et moi, chaque fois, on me dit, souvent les gens me reprochent pourquoi tu t'afforces sur la diplomatie. Moi, je suis aujourd'hui, je suis comme Kanouté. Aujourd'hui, quand on me demande quel est l'apport de notre diplomatie à l'échelle internationale, on voit très peu. Parce qu'aujourd'hui,
on a déclaré l'état de catastrophe naturelle. À part ces dons de la Chine, moi, je n'ai pas vu autre pays se manifester pour venir en aide au Mali, alors que le Mali en a fortement besoin. Alors que quand c'est passé les mêmes situations au Niger, on a vu des pays voisins même du Niger venir avec des cargaisons, 4 cargaisons et tout. Mais pour le Mali, on n'a pas vu. J'apprends d'ailleurs en même temps que vous avec Kanouté que la Chine a octroyé quelques milliards au Mali. Donc, ce qui veut dire que, est-ce qu'on peut se fier à cette diplomatie aujourd'hui? Peut-être que je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je ne sais pas si la diplomatie a toutes les capacités, a toutes les autorisations nécessaires pour mener aussi, parce que souvent avec les militaires aussi, il faut toujours des ordres ou attendre des trucs pour agir. Est-ce que c'est ça qui fait que le ministre de la diplomatie aujourd'hui parle plus en tant que militaire qu'en tant qu'un diplomate? Parce que quand on le voit, ces déclarations, c'est beaucoup plus costaud que de souplesse ou de diplomatie. On voit rarement dedans. Donc, sa sortie a beaucoup bénéficié au Mali parce que quand même, il a pu signer ce contrat. Est-ce que sans sa présence, ça pouvait être fait? Parce que c'est lui quand même qui est à la tête du pays. C'est lui qui ordonne déjà ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et sa présence, on a pu signer ces trucs. Les voyages d'un président en soi, ce n'est pas mauvais pour un pays. Mais des voyages inutiles pour des vacances ou des tourismes, c'est ça qu'on ne veut pas. Mais si du moment où ça vient avec des contrats, c'est acceptable. Mais comme Kanouté l'a dit, là où il y a problème, c'est toujours, on est dans la mendicité, dans l'assistanat. C'est ça qu'il faut sortir. Il faut sortir de cette volonté toujours vouloir d'être aidé. Pourquoi chaque fois on veut être aidé? Donc c'est ça, on doit sortir de notre tête. Assimi a parlé avec les Maliens là-bas que c'est la mentalité. Donc cette mentalité, on doit changer depuis chez les chefs d'État eux-mêmes. On doit leur sortir de ça pour dire, nos chefs d'État, quand on vous voit voyager pour leur dire, on a reçu de ça, on a reçu ça avec un seul pays, 54 pays. Imagine ce qui se déplace pour un seul pays, pour dire qu'on a eu 50 milliards. C'est une humiliation pour nous. Donc si les chefs d'État ne changent pas par exemple, la différence avec le sommet France-Afrique. Le sommet France-Afrique, c'est délocalisé quand même en Afrique. Le président français s'est déplacé en Afrique, dans une capitale africaine. Mais depuis qu'on a commencé aujourd'hui le sommet sino-africain, je crois que c'est à son 9e sommet. C'est toujours les Africains qui se déportent vers la Chine. Mais moi, j'arrive pas quand même. Il faut changer cette j'arrive pas quand même à vraiment vous cerner sur un point. Parce que tout de suite, vous dénoncez complètement cette approche de sommet d'un pays avec l'ensemble des pays africains. Et d'un autre côté, vous défendez cette politique comme quoi les présidents africains doivent sortir. Mais les présidents africains aujourd'hui, quand ils sortent, c'est la plupart du temps pour aller dans des sommets, aller dans des rencontres et tout. Oui. Et tout. Mais l'inverse aussi est possible. Par exemple, quand les présidents français partent quelque part, même en Afrique, c'est pour venir négocier aussi des contrats. Par exemple, si c'est pas aujourd'hui cette question de peut-être cette tension un peu politico-diplomatique entre la France et le Mali, avec l'histoire des mines de lithium à Bougouni, est-ce que vous pensez que le président français ne serait pas là au Mali? Ça c'est pas exclu. Vous mettez la souveraineté étant prônée alors. Moi, cette souveraineté étant prônée. Il faudrait préciser qu'on n'est pas contre le fait que les chefs d'État, en tout cas, se déplacent pour aller trouver des partenariats dans d'autres pays. C'est tout à fait normal. C'est pour ça d'ailleurs que chaque État se fait représenter par des ambassades et des consulats dans d'autres pays. Ouais. Et moi, là où je ne suis pas un peu d'accord avec mon confrère Bouransoulo, c'est que une visite présidentielle, ça se prépare en amont. Ça se prépare plusieurs mois avant. Ouais. Et je suis sûr, sans être dans les secrets, que tous ces contrats que le président de la transition a signés, la diplomatie pourrait jouer un grand rôle dedans. Parce que nous avons notre ambassade en Chine et c'est elle qui prépare d'abord
en tout cas, et cette visite et tous les projets qui sont prévus pendant cette visite-là. Tout ce qu'on a vu pendant la visite d'un président, c'est juste des effets d'annonce et de communication pour amplifier en tout cas en tout cas son déplacement. Sinon, la diplomatie joue grandement son rôle dans l'acquisition de tous ces contrats. Imagine. Mon cher Karim, il ne s'agit pas de dire que la diplomatie ne joue pas du tout de rôle. Exactement. On n'a pas dit juste qu'elle peut faire plus que ce qu'elle fait déjà là. Oui, justement, déjà, parce que... Il n'y a pas que la Chine, en fait, c'est dans l'ensemble. Hein. Non, j'ai répondu à Brasolo concernant le cas le déplacement du président en Chine. Selon lui, il pense que si Assimi ne s'était pas déplacé, on n'aurait pas vu, on n'aurait pas obtenu en tout cas tous ces contrats. J'ai dit que tous ces contrats pourraient être obtenus avec déjà tout les mécanismes diplomatiques sans déplacement du président de la transition. En tout cas, le président, c'est le premier diplomate d'un pays, le président. Oui, donc c'est ce qu'on parle. On ne peut pas imaginer. Le président de la transition a quitté le Mali quel jour. Oui. C'est le premier septembre, si j'ai bonne mémoire. Oui. En quelques jours seulement, on ne peut pas obtenir tous ces contrats-là. Non. C'est que moi je veux dire. C'est pas les choses qu'on obtient en tout cas. C'est ce que je veux dire. Moi, c'est ce que je veux dire. Le président s'appelle Assimi Goïta qui se déplace dans un pays, dans un autre pays pour obtenir tout ça. Donc sûrement, l'ambassade et la diplomatie a joué un rôle en amont. Et ça reste juste que le président se déplace en tout cas pour... Non, moi ce que j'aimerais dire ici, le rôle de la diplomatie, ce que j'aimerais dire ici, c'est pas seulement au niveau de la signature de contrat. C'est beaucoup plus que ça. Par exemple, pour la signature de contrat... L'approche géopolitique, l'approche stratégique, exactement, surtout le rapprochement du Mali avec beaucoup d'autres partenaires. Donc aujourd'hui, quand on va sur un sommet, Afrique-Chine, le sommet en soi est déjà préparé plusieurs années en amont. Tout à fait. Depuis aujourd'hui, depuis le 6, le prochain sommet est en préparation. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire ici, au-delà de les signatures de contrat là, dès le départ, le président est mis au courant. Hein, par ses services, par ses conseils spéciaux et tout qui travaillent dans le domaine. Parce qu'il a quand même un conseil spécial ou une conseillère spéciale. Aussi même ces contrats-là. Un conseil spécial chargé de diplomatie et des questions politiques. Donc, avec le ministre, ça se passe. Oui. Donc, le président est au courant dès le départ des négociations. Donc, moi, ce que j'aimerais dire ici, l'inertie de la diplomatie, c'est quand même que depuis quelques jours, depuis un mois, on a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Aujourd'hui, si on dit que la Chine a envoyé, c'est la seule Chine qui nous a envoyé en marche, ça aussi c'est en marche d'un sommet sino-africain. Donc, on n'a pas vu d'autres partenaires. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire, mais je me dis, est-ce que ça aussi, parce que on sait que tous les ministères aujourd'hui au Mali, on est dans une situation exceptionnelle. Oui. Donc, cette situation exceptionnelle fait que beaucoup n'ont pas cette marge-là comme en temps normal. Donc, est-ce que je me dis, le ministère, la diplomatie malienne, est-ce qu'à pied bien lié à une seule personne, ou bien est-ce que c'est la diplomatie même, son approche même qui ne marche pas? Parce que tout ce qu'on voit, des discours musclés, des réponses aux questions, on est dans un coup de poing et la réciprocité qu'on a dit, la réciprocité qu'on a prôné comme un principe diplomatique. Donc c'est bien, tout ça c'est bien. Mais en contrepartie, si on est toujours dans le noir, quelque part aussi, la diplomatie doit quand même nous aider à avoir décanter certaines situations. C'est ça que je veux parler. Pour reprendre la perche que vous me tendez concernant la situation exceptionnelle dans laquelle vit le Mali et pas mal de pays dans la sous-région, on prône la souveraineté. Mais l'approche des sommets reste telle. Est-ce que l'approche aussi des sommets ne doit pas changer pour vraiment avoir cet étendard qu'on brandit tout le temps de souveraineté? Parce que le sommet Chine-Afrique a toujours été fait de telle manière que même le dernier se fait de la même manière. Les Chinois ne vont pas changer tant que nous, à un moment donné, quand je dis nous, il s'agit des pays africains, tant que nous, en tant que pays africains, ne changeons pas la donne. Tout à fait. Moi, le discours souverainiste qu'on brandit actuellement, personnellement, je ne vois pas un bon contenu dedans. Parce que qu'est-ce qui garantit
la souveraineté en tout cas d'un pays, c'est beaucoup de paramètres. D'abord la souveraineté alimentaire, parce que je peux dire que notre pays en tout cas dispose un grand espace aménagé pour la culture, qui est la zone de l'Office du Niger. Nous avons fait une mission à Ségou l'an passé. Et imagine sur 100 terres aménagées, seulement la zone de l'Office du Niger est exploitée seulement même pas 20%. Et pendant combien d'années? Alors voilà des zones, des espaces grâce auxquels en tout cas le Mali peut nourrir l'Afrique, pas seulement le Mali. Ouais. Hein? Donc le Mali peut assurer sa souveraineté alimentaire. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet espace-là jusqu'à présent? Pendant combien d'années? Et ces visites, généralement, si ces visites doivent être menées, on doit beaucoup mettre l'accent sur l'alimentation. Parce que le peuple malien, il faut le dire, le peuple malien, c'est un peuple qui a faim. C'est un peuple qui a faim. Et c'est la faim, généralement, qui pousse en tout cas beaucoup de jeunes à être exposés à la manipulation, aussi à tous ces désordres qu'on constate notamment au nord, au centre, l'enrôlement des jeunes dans le banditisme. Tout ça, c'est parce que les gens ont faim. Donc il faut assurer en tout cas l'autosuffisance alimentaire et ensuite l'éducation. Voilà en tout cas des domaines, tant que nos États africains n'ont pas mis beaucoup d'accent en tout cas vers ce secteur-là, renforcer ce secteur-là, assurer l'autosuffisance en tout cas de ce secteur-là. Je vois très mal de contenu dans le discours souverainistes comme on dit. Thomas Sankara, les gens se glorifient en tout cas du discours de Thomas Sankara. La patrie ou la mort, oui, mais Thomas Sankara il y avait du contenu dans le discours souverainiste de Thomas Sankara. Thomas Sankara avait mis le Burkinabé au travail, notamment à l'agriculture, aussi à tous les travaux en tout cas qui permettent au pays de se développer, de se nourrir lui-même. Ben, ces gens-là, actuellement, ce qu'on constate, les discours souverainistes, on le dit seulement. Il est très creux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les approches de partenariat doivent tendre à ce que nos pays africains soient totalement souverains. Souverains. Bon, non, parce que ça aussi, c'est un concept que moi, j'aimerais dire, ces pays qui prônent cette souveraineté ont mal compris. Sinon, aujourd'hui, au XXIe siècle, aucun pays n'est souverain. Même la France, qu'on vilipende, n'est pas souveraine. Les États-Unis ne sont pas souverains. La Chine n'est pas souveraine. Aucun pays aujourd'hui qui peut dire il y a un minimum de souveraineté, un minimum de choses. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Non, au Mali, quand il s'agit de ça, on a ça. On a dit la Barkhane. On a dit la Barkhane dégage. La Barkhane s'est dégagée. On a dit l'aménagement dégage. L'aménagement s'est dégagé. On a dit, on a déclaré combien d'ambassadeurs non persona non grata qui sont partis. Donc ça, c'est ce niveau, le Mali est souverain. Le Mali est souverain depuis 1960. Bon, indépendant et souverain. Donc il y a ce truc. Aujourd'hui, parce que c'est un discours qui se vend sur le marché chez la population. Quand on dit on est souverain, on veut être souverain, ça se vend, ça nourrit beaucoup de femmes. Plus l'âme que le ventre. Exactement. Donc du coup, ils ont sondé les gens, ils ont vu l'état d'esprit des gens. Quel est le discours que les gens veulent entendre? Et très généralement, surtout au Mali, les gens veulent entendre des belles paroles que des belles actions. Donc, ils ont compris ça. Sinon, on est en train de nous vendre de la souveraineté depuis à peu près 4 années et on ne voit pas ni le nez, ni la queue de cette souveraineté et on est toujours, jusqu'à présent, on continue, on dit non, ça prend du temps. Effectivement, ça prend du temps, mais sauf que au moment où nos dévianciers, les pères fondateurs, genre les Modibo Keïta, les Ségo Ahmed Touré ou même le contexte Thomas Sankara, on en parle. Thomas Sankara n'était pas venu trouver un Burkina attaqué de partout par les djihadistes ou par les terroristes. Donc Burkina était un et uni. Donc il avait cette possibilité de partir n'importe quel coin de Burkina. Aujourd'hui, est-ce qu'il est dans cette posture? Il est venu, il a dit, avec des discours entre guillemets populistes, pour dire qu'il peut mettre ce pays-là sur le rail en 6 mois. Aujourd'hui, il n'a même pas fixé un cap. On l'a donné 5 années pour le faire. Et il a dit, il voulait être comme Thomas Sankara, il a dit
les populations, vous allez creuser votre propre tranchée pour vous défendre. Et ces tranchées sont transformées en fosses communes. Est-ce que... Voilà, donc on a mais moi, souvent, je me dis, on va apprendre beaucoup avec ces régimes pour dire que, effectivement, tu as dit, les discours sont creux, mais quand même que, pour dire, on ne peut pas vivre en autarcie. La preuve en est que quand notre président Assimi, quand il a quitté le Mali, il ne portait pas de... même si à l'aéroport, il portait masque, dans l'avion, il ne portait plus masque. Et en Chine, on n'a pas vu une seule fois avec masque. Mais quand il est retourné sur le tarmac de Bamako, on l'a vu avec le masque. Donc, voilà. Il y a deux politiques. Il y a deux politiques. Donc, déjà ça doit nous alerter. Mais comme on aime les belles paroles, on va apprendre. Ce que je voulais juste assez rapidement. Oui, ce que je voulais juste ajouter par rapport au concept souverainiste qu'on entend actuellement, peut-être c'est pourrait qu'on parle sur le plan sécuritaire. Et en tout cas, c'est ce que j'imagine. Là, il faut quand même... C'est plutôt ce que vous observez. C'est ce que je constate. Non, moi je pense que là, et ce qu'il faut aussi comprendre par là, c'est une réalité. En fait, autant avec l'arrivée des Barkhane, il y avait l'accord de défense qui a été signé entre le Mali et la France. Et dans cet accord de défense, peu de Maliens l'ont lu. Et même les dirigeants maliens l'ont lu. Et ces textes-là, ces documents n'existent nulle part, en tout cas, sur aucune plateforme malienne. Mais ces documents, personnellement, moi, je l'ai lu sur le site du Sénat français. Et quand vous lisez ces documents, cet accord de partenariat, cet accord de défense entre le Mali et la France, vous allez comprendre que réellement, au temps du régime précédent, on n'était pas libre, on n'avait pas les mains libres de notre défense, de notre sécurité. Et la dénonciation, en tout cas, de cet accord de défense avec la France a permis à ces autorités de la transition, ça il faut le reconnaître, a permis à ces autorités de la transition de trouver d'autres partenaires, en tout cas, selon eux, qui peuvent mieux faire leur affaire que les partenaires précédents. En tout cas, ils sont actuellement libres autonomes de leur sécurité, en tout cas. Justement, c'est cette stratégie qu'il va falloir aussi mettre en avant. Hein. Oui. En fait, c'est la visibilité de la stratégie actuelle géopolitique même du Mali qui des fois n'arrive pas à être assez claire et limpide pour tous les Maliens. On a vu qu'on a quitté un bloc pour un autre bloc. Bon, vous avez dit l'accord qui concerne la France et l'accord de défense avec la France. Entre la France et le Mali, beaucoup ne l'ont pas lu. Et l'accord de défense entre le Mali et la Russie. C'est la même chose aussi. Voilà. C'est pourquoi je dis que donc souverainiste, ça manque de contenu. Voilà, exactement. Donc si on conçoit la politique malienne, et ça nous on le dénonçait, on le dénonce depuis fort longtemps. Le Malien conçoit le Mali selon que l'on se trouve à Bamako ou à Ségou ou à Mopti. Celui qui vit à Mopti voit le Mali différemment que celui qui vit à Bamako. Et très généralement, pour celui qui vit à Bamako, le Mali, tout va bien. Donc, c'est ça qu'on dénonce. Et souvent, on prend des mesures ou des décisions importantes qui touchent la vie des Maliens par rapport à ce qu'on vit à Bamako. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles le gouvernement doit beaucoup travailler. Ce n'est pas seulement ce gouvernement, c'est tous les gouvernements. Dans le passé, on ne l'a pas fait. On avait pensé que c'était l'occasion de le faire. Ça continue comme à l'ancienne. Et on espère que les futurs gouvernements peuvent le faire pour dire que le Mali c'est indivisible et ça ne s'arrête pas seulement à Bamako. On va vous dire oui, non, on prend en compte les autres régions parce que les gouverneurs sont là-bas, les services sont décentralisés, mais est-ce que leur voix compte? Est-ce qu'ils ont l'autonomie? Et si on va aller vers ça, on va dire fédération à la nigérienne ou à l'allemande. Donc ça ne marche pas, on n'a pas accepté ça. Donc il faut aujourd'hui vraiment une décentralisation poussée pour que ces autres régions qui ne sont pas connectées à Bamako sachent que le Mali ne s'arrête pas à Bamako et qu'elles-mêmes pensent que les autorités centrales de Bamako pensent à elles. Merci Soulo. On va rester toujours dans le Mali. Voilà, il y a un an de cela, le 7 septembre 2023, il y a eu l'attaque du bateau Tombouctou. Beaucoup de nos concitoyens ont malheureusement perdu
la vie. On implore et on s'incline toujours devant la dépouille de ces morts. Ça fait 1 an, mais 1 an aujourd'hui, les Maliens essayent de savoir qu'est-ce qui s'est passé, où en sommes-nous avec cette attaque qui a été pourtant revendiquée, bien sûr. Comme vous l'avez dit, hein, nous nous inclinons devant la mémoire de toutes ces personnes disparues suite à cette attaque barbare, odieuse et qui n'est pas qualifiable. Comme vous l'avez dit, hein, le Mali reste le Mali, le système reste le même et on n'est pas gouvernant, mais on déplore, ce qu'on déplore au Mali, c'est la lenteur dans toutes les procédures. Et ce n'est pas seulement cette attaque de bateaux, hein. Il y a eu des attaques des villages complètement décimés, des villages complètement calcinés, des villages complètement détruits. Et la justice malienne avait annoncé l'ouverture de l'enquête suite à ces attaques. Je vais signaler ici, je vais rappeler ici le cas de Ogossagou 1, Ogossagou 2, Sobanda. Toutes ces attaques, IBK avait fait le déplacement et IBK avait instruit l'ouverture immédiate des enquêtes. Et l'administration en son temps avait fait un rapport indiquant, pointant du doigt à tel ou tel acteur en son temps. Moi-même, j'étais présent lors de la présentation du rapport de la division des droits de l'homme de l'administration. Mais à part ça, la justice malienne, même si elle travaille sur le dossier, elle ne communique pas trop. Bon, je ne sais pas si c'est parce que les procédures pendantes devant la justice, on ne communique pas, mais quand même, sur ce genre de situation qui endeuille la nation malienne, les Maliens qui sont soit les parents des victimes ou les proches des victimes veulent entendre que leur pays n'a pas oublié ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, 7 septembre 2023 à aujourd'hui, il y a combien de jours se sont écoulés? On a vu seulement un seul communiqué qui dit l'ouverture, on va ouvrir une enquête concernant ces trucs-là. Bon, après, comme c'est des acteurs, les auteurs sont connus sur le terrain, est-ce que finalement des acteurs ont été traqués? On n'a pas pu les mettre la main dessus. Est-ce qu'on a procédé autrement? Tout ça, c'est quand même, on a vu que suite à l'attaque, il y a eu beaucoup d'actions militaires dans la zone et l'état-major avait annoncé la neutralisation de plusieurs cadres ou plusieurs terroristes suite à cette attaque. Est-ce que tous ont péri à ces opérations militaires? Si c'est le cas, on peut dire que indirectement la justice a été rendue, même si ce n'est pas la bonne manière selon les droits, les défenseurs des droits de l'homme. Bon, tout ça, et cette façon de faire, ce n'est pas seulement spécifique au Mali, hein. Quand il y a attaque terroriste en France, en Russie ou aux États-Unis, c'est très rare d'attraper, de mettre la main sur ces auteurs-là. On les neutralise. D'accord, merci. Voilà, donc on ne sait pas, mais quand même la justice doit communiquer sur le processus et dire où en sommes-nous avec cette procédure-là. D'accord, merci Soulo Kanouté. Bon, comme vous le savez, c'est pas seulement l'enquête sur cette attaque du bateau de Tombouctou qui traîne. Il y a tellement d'enquêtes ouvertes dans ces pays qui se sont en tout cas perdues en route. On ne sait pas comment est-ce qu'elles sont devenues finalement. C'est une manière de procéder, en tout cas de diriger qu'il faut changer dans ces balikoura-là, entre guillemets, et situer les responsabilités. Certes, les responsabilités sont déjà connues, en tout cas à un certain niveau, parce que les acteurs, c'est une attaque qui a été revendiquée déjà. Alors, donc, si l'attaque a été revendiquée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mener des enquêtes, en tout cas pousser les enquêtes. Qu'est-ce qu'il faut après et faire pour les survivants et surtout la famille des victimes? Donc, et tout ça, mais il faut aussi signaler que l'attaque de ces bateaux a été l'élément déclencheur de la reprise de Kidal, aussi la classification même par les autorités de la transition des groupes rebelles comme des terroristes. Ouais. Voilà, donc, alors est-ce que avec cette nomination, en tout cas, cette appellation terroriste des ex-groupes rebelles par les autorités, est-ce que l'attaque de ces bateaux en est aussi en tout cas une cause? Donc en tout cas l'analyse en tout cas atteste cela
Et c'est à partir de là que ces anciens groupes rebelles ont été classés, ont été considérés comme des terroristes par l'autorité malienne. Donc il faut que la justice en tout cas aille et dise clairement ce qui s'est passé pendant cette attaque, surtout qu'à la veille, il y a eu beaucoup d'alertes qui ont été lancées par la population locale sur la présence en tout cas de ces présumés groupes djihadistes dans la zone, qui rôdaient dans la zone et qui avaient pour l'intention d'attaquer ces bateaux. L'alerte a été donnée sur les réseaux sociaux et par beaucoup d'acteurs à Tombouctou là-bas. Donc il faut citer aussi les responsabilités. Pourquoi il n'y a pas eu d'anticipation à cette attaque? Il y a une différence à quel niveau? Donc c'est là où il faut situer les responsabilités et sanctionner ceux qui n'ont pas bien pu jouer leur rôle. Justement, c'est l'évaluation de la défaillance, le niveau, à quel niveau elle se situe, mais surtout, chers confrères, ce qui saute à l'œil, c'est quelles sont les dispositions qui seront dorénavant prises pour que ce genre de choses ne se répètent pas. D'accord, parce que vous avez vu quand même que la Comanaf avait fait un communiqué sur la reprise de la navigation sur l'axe Tombouctou, Gao, enfin, Koulikoro, Mopti, Gao, pour ces activités jusqu'à Tombouctou. Mais ça n'a pas eu lieu. Jusqu'à présent, les bateaux sont largués au quai. Il n'y a pas eu de reprise d'activité. Donc, ce qui veut dire que est-ce que la réévaluation, est-ce que les autorités n'ont pas voulu prendre les risques qu'ils avaient pris avec les alertes? Comme vous l'avez dit, les alertes là, même pour le cas du centre, les villages qui sont attaqués, qui sont souvent décimés, les alertes sont données. Mais il y a toujours, on ne voit pas toujours des actions d'anticipation et on déplore ça depuis, pour le cas du centre, depuis 2017-2018, on déplore ça, on alerte. Souvent, ils disent que certaines alertes, ils ont peut-être l'air de raison parce qu'ils disent que souvent certaines alertes, c'est pour les attirer vers des attaques aussi. Donc les autorités ont l'air de raison peut-être, mais souvent, nous qui sommes des civils, on ne voit pas ces raisons-là. Nous, on veut que ça c'est pas, on vous prévient quelque chose, vous n'agissez pas. Et la chose se produit, on vous pointe les doigts et vous êtes nos responsables, vous êtes l'État vous donne les moyens pour le faire, donc c'est à eux de faire. Donc il y a ça, mais comme vous l'avez dit aujourd'hui, moi je crois qu'il y a une prise de conscience à ce niveau parce que au moment où ça se faisait, les gens pensaient que les bateaux étaient les moyens les plus sûrs pour rallier pendant l'hivernage, pour rallier les régions du Nord. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de le prendre. Donc peut-être qu'il y a une réévaluation de la situation sécuritaire pour dire attention. Parce qu'aujourd'hui, moi, d'après mes informations, il y a beaucoup de villages qui sont sur le long des fleuves, qui sont vraiment les nids des groupes armés ou des terroristes, qui peuvent atteindre n'importe quel bateau de leur position. Donc je crois qu'il y a tout ça. La Comanaf n'a pas fait de communiqué pour justifier pourquoi on n'a pas repris jusqu'à présent, parce que il y a un mois quand même, depuis le mois d'août, que ça devait commencer. Jusqu'à présent, on est au mois de septembre, ça n'a pas commencé. Donc la Comanaf n'a pas fait de communiqué pour donner des raisons. Bon, on ne sait pas les raisons, mais quand même, ces raisons sécuritaires peuvent peut-être justifier ce report-là. D'accord, merci beaucoup Soulo, téléspectateur de Bandé TV. On a sur le plateau M. Boubacar Kanouté, qui est le président de l'Union des journalistes reporters du Mali. Voilà, il est sur notre plateau et c'est un réel plaisir de pouvoir faire ce décryptage avec lui. Nos dossiers sont bouclés, certains pour affaires à suivre. On verra bien comment ça se passe par la suite. On avait vu récemment un communiqué de votre part, de votre structure, de l'Union des journalistes reporters du Mali, en date du 19 août, relative à l'appellation de journaliste. Kanouté, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il s'agit de développer pour nos téléspectateurs? En fait, il s'agit d'un constat depuis ces dernières années, de nouveaux acteurs, en tout cas, qui ont fait éruption. Voilà, donc c'est ce que j'appelle ainsi, qui ont fait éruption dans ce secteur de la presse. Ces acteurs-là qu'on appelle entre guillemets et communément les vidéomans. Alors, voilà des gens qui avec un téléphone portable et un trépied, ils ont déjà fait l'école des journalistes, ils s'appellent déjà journalistes. Et des gens qui vont sur le terrain faire des reportages, des directs. Et ils créent des pages Facebook, s'asseyent dessus et dire
raconter leur vie. Donc on a vu certaines situations qu'on a longtemps observé de loin, pensant que les autorités en tout cas allaient prendre des décisions face à cela, parce que l'exercice du journalisme et de la presse, il est encadré par une loi, qui est la loi 046 du 7 juillet 2000. Donc, excepté en tout cas ces cas juridiques, ce n'est pas permis, il n'est pas permis à personne d'exercer ces métiers-là. Donc on a vu que on a donné du temps aux autorités pour qu'elles puissent mettre fin à ces désordres. Et en plus de cela, en 2021, la Maison de la Presse avait initié la relecture des textes régissant la presse malienne. Et notre association, qui est l'Union des journalistes reporters du Mali, comme les autres associations de la presse malienne, nous avons été associés à cette relecture des textes qui régissent la presse malienne. Et dans ce projet de texte qui a été soumis au gouvernement depuis 2021, l'exercice du journalisme, de la presse en ligne sur les réseaux sociaux a été mentionné dans ces projets de texte-là. Et si les autorités actuelles avaient appliqué, disons adopté ces projets de texte qui régissent la presse, ces nouveaux projets de texte qui sont toujours sur la table du gouvernement, on aurait pu éviter ces désordres sur les réseaux sociaux. Donc c'est une situation qui impacte vraiment négativement la presse malienne, de sorte que quand il va à l'intérieur du pays, à Bamako, les gens peuvent comprendre un peu, mais quand ils te déplacent à l'intérieur du pays, les gens pensent que ceux qui parlent sur les réseaux sociaux ce sont eux les journalistes. Et j'ai eu le malheur en tout cas d'entendre ces discours-là lors de mes déplacements à Kaï et même à Sekasso. Et quand il y a un direct en tout cas sur une page Facebook, des gens qui se rassemblent autour de ces directs-là disent que non, les journalistes nous journalistes j'ai du mal. J'ai du mal que des gens qui passent plus de 15 années d'études pour apprendre ces métiers-là et qui dépensent des millions. Hein? Pour être journaliste, c'est pas de la mer à boire. Donc, ils dépensent des millions pour apprendre ces métiers et que des gens qui n'ont même pas, certains d'entre eux n'ont même pas été à l'école. Ils n'ont même pas été à l'école et d'autres n'ont même pas les niveaux d'EF ou bien les niveaux requis en tout cas pour être journaliste, surtout pour proclamer journaliste. Donc, il fallait vraiment siffler la fin de la récréation et c'est pourquoi notre association, depuis fort longtemps, nous étions en train de mener des réflexions. Comment, déjà on était dans un autre combat et il y a un nouveau désordre qui est venu en tout cas s'ajouter au combat que nous faisons. Donc il faut mettre fin à ces désordres d'abord avant de faire face à d'autres combats que notre association en tout cas a déjà programmé. Donc c'est pourquoi nous avons fait ce communiqué là pour non seulement mettre en garde ces acteurs-là sur les réseaux sociaux, mais aussi interpeller les associations de la presse malienne pour qu'ensemble nous puissions en tout cas se mettre ensemble pour lutter contre ces phénomènes qui impactent négativement, je répète encore, notre profession, parce que nous sommes tout le monde est vu sur les réseaux sociaux comme journaliste. Ouais. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Kanoté. Soulo, vous qui êtes vice-président de l'association des blogueurs du Mali, on confond toujours blogueurs et vidéoman. Il y a une telle confusion. C'est aussi un combat que vous portez, je pense. Oui, moi, quand même, au-delà d'être blogueur, je suis aussi journaliste. C'est ma profession. Comme vous l'avez dit, hein, il y a cette confusion au niveau de qui est journaliste, qui est blogueur, qui est vous demande. Parce que l'aspect vous demande est venu tout récemment. C'est une nouvelle méthode, une nouvelle profession qui a été créée il n'y a pas longtemps. Donc nous on pensait. C'est pas une profession qui a été créée. Bon, nous on pensait, en tout cas, nous on pensait que c'était une mode. Parce que toute mode est appelée à être démodée. Donc on pensait que ça allait passer. Mais bon, les fêtières n'ont pas bougé. Ils ont peut-être fait des projets de texte. Mais ce que l'UGRM a fait, personne n'avait fait auparavant. Et ça, c'est quand même à l'actif de l'UGRM, de son président qui est en face de nous. C'est un acte à saluer, une action à soutenir par tout le monde. Et j'ai vu l'élément fait par
notre chaîne nationale, que les autres facteurs soutiennent cette action. Et ça, c'est vraiment quelque chose à encourager. Et on les remercie pour ce courage-là. Parce que les gens ont peur de ces vidéos. Les gens ont peur, même aujourd'hui, nous qui sommes des journalistes, nous qui sommes même des blogueurs qui travaillent, parce que le blogging et le journalisme, il y a une grande frontière. La grande frontière, c'est vraiment la ligne éditoriale, la loi qui régit la presse malienne. Mais au niveau de recherche, au niveau de traitement des recoupements, c'est à peu près la même chose. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui, quand vous êtes journaliste, vous voulez aller voir un spécialiste qui est vraiment connu dans ce domaine, vous voulez lui l'interviewer sur un aspect bien connu, il te dit non, je ne veux pas parler. Parce qu'après, quand vous allez m'interviewer, vous faites votre reportage, les gens vont prendre un bout de ce que j'ai dit, ils vont me vilipender sur les réseaux sociaux. Et ce sont ces vidéos-là qui vilipendent les spécialistes, qui contredisent les spécialistes sur les réseaux sociaux. Imaginez quelqu'un qui ne peut même pas bien formuler une bonne phrase et qui vient, qui s'assoit, qui insulte un docteur, un professeur dans son domaine, quelqu'un qui a 30 années, 20 années d'expérience dans son domaine. Donc aujourd'hui, quand on peut témoigner, vous, en tant que directrice de Mandé, vous pouvez témoigner, vos reporters ont du mal à trouver des personnes et ressources. Vous, même dans les émissions, quand vous avez besoin des spécialistes, vous les appelez, ils déclinent votre invitation. Parce que les gens ont peur de ces vidéos-là, ont peur parce qu'ils sont verbés, ils ont la parole facile. C'est ça aussi, comme il a dit, ils ne sont pas allés à l'école, mais quand ils parlent en bambara, vous avez l'impression que, même quand ils matent, vous avez l'impression que ces gens-là, ce sont des encyclopédies. Ils ont mémorisé beaucoup. Et donc, ils ont des encyclopédies dans leur tête. Donc, du coup, moi, les Maliens, comme je disais tantôt, les Maliens aiment des belles paroles. Les Maliens n'aiment pas le fond, mais la forme. Quand ils parlent bien, des beaux mots, c'est ça qu'ils aiment. Et c'est pourquoi ce que vous dites est tellement vrai que aujourd'hui les journalistes sont mal dans leur peau. Ils n'ont pas, ils ne vivent pas bien. C'est un métier qui était précaire auparavant. Aujourd'hui, cette précarité est doublée ou est triplée, voire quadruplée. Parce qu'il y a des nouveaux acteurs là qui sont venus, qui ont fait une usurpation des professions, d'identité, et qui causent du tort à ces journalistes. Aujourd'hui, quand un vidéoman vous filme, et regardez aujourd'hui, tous ceux qui vont en prison à cause qui sont pris par la cybercriminalité, imaginez, ceux qui sont partis en prison, les victimes, sont parce qu'ils ont accordé beaucoup plus d'importance aux vidéomans qu'aux journalistes qu'ils vont en prison. Sinon, aucun d'entre eux, que ce soit à Bolé ou à MCA, qui, à cause de la presse écrite ou à la télé ou la radio, ne se retrouve devant à ces places-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui fait des ravages dans la population malienne. Et moi, je salue vraiment cette initiative que je partage largement. Et bravo à l'IGRM. Est-ce que la cybercriminalité, on peut vraiment compter là-dessus, la loi contre la cybercriminalité, pour pouvoir appuyer davantage ces corps de métier qui sont aujourd'hui, parce que ce corps de métier de journaliste aujourd'hui a perdu beaucoup de crédibilité, hein, à tous les niveaux, hein, tant sur l'exercice de sa fonction, tant sur vraiment une crédibilité au niveau national à travers les partenaires qui travaillent, parce que la presse n'est pas aussi une structure qui travaille seule, elle a des partenaires. Elle a des sponsors, des partenaires. Exactement, donc elle en a beaucoup perdu. Quelle réflexion aujourd'hui, nous, hommes de médias, peut vraiment entreprendre pour assainir, si on peut dire, parce que c'est l'assainissement même de l'espace médiatique qui doit se faire. Fatima, la réponse est très simple. Il faut juste s'appuyer sur les lois maliennes, les lois qui sont en vigueur dans notre pays, qui encadrent la profession. Et la loi qui régit la presse malienne, je répète, c'est la loi 046 du 7 juillet 2000. Et dans cette loi, qu'est-ce que cette loi dit par rapport aux organes de presse du Mali? Cette loi dit qu'au Mali,
les organes de presse qui sont reconnus par l'État du Mali sont la radio, la télévision, la presse écrite, hein, et l'agence de communication. Donc, à part ces organes médiatiques, tout autre canal de communication, d'information qui se crée dans notre pays est illégal. Donc, il faut juste s'appuyer, en tout cas, sur cette loi-là et la faire respecter surtout. C'est ce que notre association est en train de faire. Donc, nous avons déjà engagé, sur conseil de notre avocat, parce que nous avons notre avocat depuis fort longtemps, nous avons pu conseiller auprès de lui qu'est-ce qu'il faut faire pour mener ce combat-là. Et dans ce combat, il faut juste mener un combat un combat de l'égalité et un combat du droit, du respect du droit, un combat pour assainir ce secteur en faisant dire le droit. Et je sais que avec notre huissier qu'on a déjà engagé, qui va aussi qui va envoyer des lettres de mise en demeure à tous ces acteurs-là qu'on va recenser à travers le comité d'éthique et de déontologie qu'on a déjà mis en place. Et si, en tout cas, ces acteurs, comme on l'a si bien dit, persistent aussi à exercer illégalement ces métiers, nous n'avons pas autre voie que de faire recours à la justice pour une dernière fois. Et c'est la justice d'ailleurs seule la justice pourra mettre fin à ces désordres-là. Mais il faut que les organisations professionnelles, en tout cas, prennent conscience du danger et aillent vers la justice. Ce n'est pas la justice qui viendra vers la presse, c'est la presse qui doit aller vers la justice pour faire respecter la loi qui l'encadre. C'est la seule solution. Mais est-ce que aussi, c'est pas, je ne sais pas votre regard par rapport à certaines activités officielles, hein, certaines activités officielles de nos autorités qui font appel à des vidéomans, si on peut dire. C'est déjà là que le bas blesse. C'est déjà là que le bas blesse. Ils se retrouvent dans des institutions où ils n'ont pas leur place. C'est ce qui est déplorable. Nous avons notre association depuis 2 ans déjà ou 3 ans. Nous avons interpellé ces mêmes autorités. Et face à l'émission de ces acteurs de réseaux sociaux dans la communication institutionnelle. Parce que ce sont des acteurs qui sont, entre guillemets, comparables aux mercenaires. Car un mercenaire, c'est un hors-la-loi. C'est quelqu'un qui n'est pas encadré par une loi. Et quand tu traînes avec quelqu'un qui n'est pas encadré par une loi, alors toi-même tu es exposé à un danger. Parce qu'à chaque fois, il peut sortir avec des secrets contre toi-même. Et c'est ce qu'on constate actuellement sur les réseaux sociaux. Les mêmes acteurs qui étaient ensemble, et 3 ans seulement, d'années derrière nous, et ces mêmes gens sont en train de sortir avec des dossiers, des secrets. Et c'est parce qu'ils sont dans un terrain, en tout cas illégal, où tout est permis. Donc, ils font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils font. Donc, c'est pourquoi il faut que les autorités elles-mêmes, les dirigeants actuels eux-mêmes comprennent qu'il faut traiter avec des gens qui sont encadrés par une loi. Car seule la loi peut non seulement mettre de l'ordre dans l'information, mais aussi avec la loi, on peut poursuivre des gens, ces acteurs-là, en tout cas nous, journalistes, à chaque fois que nous faisons des dérives, en tout cas éthiques et déontologiques, nous avons aussi une hiérarchie qui nous interpelle. Donc nous sommes automatiquement encadrés. Mais ces gens-là, ça n'existe pas. C'est pourquoi nous constatons tout le temps, chaque fois que vous voyez des fake news, vous n'entendrez jamais des fake news dans un média conventionnel. Vous n'entendrez jamais de fausses informations dans un média conventionnel. Quand je parle des médias conventionnels, je parle des télé, je parle des radios, je parle de la presse écrite. Nous, la presse professionnelle, nous n'avons pas de problème avec la transition. Nous faisons correctement le travail. Tous les problèmes du mal actuellement, que ce soit au niveau de l'information, que ce soit au niveau de la communication, c'est sur les réseaux sociaux. Et ce qui est malheureux de plus, c'est que vous venez de dire que ces autorités certains dirigeants traitent avec ces virements pour faire la communication. Alors qu'il y a des agences de communication qui sont légalement constituées et qui sont reconnus par la loi, qui sont là pour faire ce travail, pour que l'État ne collabore pas. Qui justement ont été bien organisés. Bien organisés. Même l'État dispose des agences de communication. Par exemple, le centre de communication d'information du gouvernement est là, ANCD, l'Agence nationale pour le développement de la communication est là. Et c'est là où se joue d'ailleurs la crédibilité d'un État. Parce que la crédibilité d'un État aussi se joue avec ses collaborations.
quand un État, les dirigeants d'un État ne collaborent pas avec des gens en tout cas qui sont soumis à la loi, et là ça porte un coup fatal à la crédibilité de cet État-là. Donc c'est ce que ces dirigeants doivent revoir. En fait, ce qui est sûr aussi, ils ne pourront pas, comment dire, ne pas être présents sur la scène. Hein. Ils seront là. Quoi qu'il en soit, ils seront là parce que c'est un secteur aujourd'hui qui nourrit son homme. S'ils arrivent à être sur la place, à faire cette activité, c'est parce qu'évidemment, ils arrivent à tirer gain de cause de cela. Mais c'est l'appellation de journaliste qu'il va falloir cadrer. Oui. Et c'est des normes qu'il va falloir pouvoir donner à cela. Tout à fait. On a vu, hein, entre eux, ils se lancent des boulets. Oui, hein, oui. Pas plus tard qu'un célèbre a eu l'audace même de brûler un document du PM vraiment devant les caméras. Ça a été choquant. Fadima, c'est pas pour vous couper la parole. Le problème, ce n'est pas ce qu'ils soient là. Ils seront... Il y a Internet, bien sûr. Avec l'Internet, ils seront toujours là. Mais le problème est que ils doivent être là en tant que qui? C'est ce qu'il faut définir. C'est ce que je dis. Et c'est ce qui est dans le projet de texte qui régisse la presse malienne, qui sont toujours en souffrance sur la table du gouvernement. Tout ce rôle-là est bien défini. Qui doit jouer quel rôle sur les réseaux sociaux? Lui, il a parlé de blogueur. Le blogueur n'est pas un journaliste. Là, je l'ai dit. Oui. Il est différent des journalistes. Alors, dans d'autres pays, les rôles sont bien définis. Par exemple, quand il va au Sénégal et en Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, vous allez trouver des journalistes qui sont bien définis. Vous allez trouver des blogueurs qui sont aussi encadrés par la loi. Vous allez trouver des influenceurs qui sont aussi encadrés par la loi. Donc, si le rôle de chacun est défini à travers une loi, et personne ne va marcher sur l'autre, et chacun va vivre dignement sa vie. Et si la loi sur la presse, en tout cas avec le nouveau texte qui sont avec le gouvernement sont adoptés, et ils peuvent s'appeler, pourquoi pas, influenceurs. Et en Côte d'Ivoire, les influenceurs se font beaucoup d'argent. Oui, même ils contribuent ils se font beaucoup d'argent. Ils sont assujettis aussi à l'impôt et tout. Et ici, le problème, pour vous appuyer, pour appuyer ce que vous dites, le problème aussi, c'est que imaginez que vous êtes une entreprise reconnue par l'État, vous payez des impôts, vous payez votre personnel est inscrit même souvent, c'est aussi là aussi l'un des combats qui va être engagé par le GRM, que les journalistes sont inscrits à l'INPS, aux services sociaux, AMO et tout, mais ces vies-demandes sont plus riches que vous, Fadima et moi. C'est évidemment dont ils parlent. Ils sont extrêmement riches, ils ont de l'argent parce qu'ils disent, vous là vous êtes journaliste, ils narguent les journalistes comme ça. Hein. Vous êtes journaliste, vous dites vous avez fait école et tout. Allez-y avec vous ça, nous on gagne de l'argent, nous là on a l'argent. Oui, ils peuvent gagner de l'argent sans se faire appeler journaliste. Exactement, non. Ça c'est ça le danger en fait. Parce que avec leur vue, parce qu'aujourd'hui au Mali on a mis, comme j'ai dit, c'est sur la superficielle. Ils ont mis, pour eux on peut quantifier le nombre de vues par rapport à, par exemple, au Mali, on n'a pas une médiaterie qui fait le gage des médias, par exemple, pour dire voilà, dans la journée de l'émission qu'on a enregistrée aujourd'hui, on a eu tel nombre de téléspectateurs. On n'a pas ce service, contrairement dans les autres pays, par exemple en France ou aux États-Unis, on sait quel nombre de téléspectateurs ont regardé l'émission ou la télé. On n'a pas ça. Donc, et avec les vues là qu'ils ont, ils peuvent faire capture d'écran. Ah, Fatima, voilà, la vidéo qu'on a faite ensemble, il y a eu 1 million de vues. Vous êtes emballé. Donc, vous dites, la prochaine fois aussi, vous l'appelez. Donc, c'est comme ça ils font. Donc, c'est comme ça ils gagnent, ils empiètent le terrain des journalistes. Donc, c'est ça le danger. Et aujourd'hui, si vous allez voir, si l'État va commencer à les encadrer en les imposant des impôts et tout ce qui va avec, vous allez trouver qu'ils vont vraiment avoir beaucoup de mal. Moi, je pense que c'est même au-delà du gain, au-delà de l'économie, c'est même une affaire de sécurité nationale. Parce que pas plus tard qu'on a échangé hier par rapport à ça, il y a une vidéo que j'ai vue, ça m'a alarmé tout de suite. C'est ça. Cette vidéo, c'est un vidéoman vraiment qui se retrouve dans une région de Kati, qui se fait appeler, je ne vais pas lui faire de la publicité ici sur ce plateau-là, qui permet de faire des collages avec une personnalité du Mali, un colonel, comme quoi ce colonel s'apprête à confusion, vraiment. S'apprête vraiment à confusion. Et dans ce brouhaha-là, vraiment,
le procureur doit s'auto-saisir, quoi. Non, le procureur ne s'auto-saisit pas de tout. Il y a des affaires sur lesquelles il peut autant prendre du temps, et il y a d'autres sécurités. C'est aux associations et aux structures, une fois de plus, de mettre en valeur les raisons pour lesquelles elles sont créées. L'APDP, par exemple, a fait un communiqué pour mettre de l'ordre, disons, pour mettre ces acteurs-là en garde concernant le traitement des données à caractère personnel, en tout cas des gens qui sont divulgués sur les réseaux sociaux. L'APDP est dans son rôle. Il faut que chacun, à son tour aussi, joue son rôle. On ne peut pas. Le problème dans ces pays est que tout le monde s'assied et dire que c'est l'autre qui doit faire le travail. Tout à fait aussi. C'est ça le plus grand défaut de ces pays, et en tout cas de ce peuple. Il faut que chacun joue son rôle. Le Jérôme a été créé avec comme mission de valoriser le journalisme. La PDP aussi a ses objectifs, tout comme Access, tout comme Amatel, tout comme Urtel. Donc il faut que chacun, chaque structure, chaque organisation en tout cas, parvienne à pleinement jouer son rôle. Si chacun jouait son rôle, c'est sûr qu'on ne connaîtrait pas ces désordres qu'on connaît. Et ce qu'il faut aussi ajouter, il ne faut pas aussi que la presse reste dans la division. Non, pas dans la division. Il ne faut pas que la presse aussi reste isolée par rapport à l'évolution en tout cas médiatique du monde. Ouais. La presse actuellement, c'est une presse qui est classique. Rarement les grands journaux qu'on connaît dans ces pays, que ce soit, je ne citerai pas de noms, mais ils évoluent réellement sur ce nouveau canal de communication qu'est les réseaux sociaux. Et il faut que la presse aussi classique immigre vers ce secteur-là pour prendre ce terrain, pour reprendre ce terrain à ces secteurs-là. La nature Moi, je trouve que, je trouve pourtant que la presse essaye vraiment de s'implanter. Oui, il y a certains médias. La plupart des médias aujourd'hui, que ce soit radio, télé, c'est rare. Il y a certains sont sur les réseaux sociaux. Il y a certaines télévisions quand même. C'est peut-être par rapport à l'approche qui rend plus visible le média. Parce que eux, leur approche, c'est vraiment de faire des directs, les buzz et tout. Le média ne peut pas. Moi, je suis désolée. Le média peut aller sur des supports aussi sur les réseaux sociaux, mais l'approche à aller aussi vraiment conquérir. Conquérir, c'est vraiment de faire comme toi ou bien de venir te titiller sur ce terrain-là. Oui. La presse doit garder, à mon avis, cette posture de professionnalisme toujours. Tout à fait. Oui, mais ce qu'il a dit, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est vraiment que les autres corporations, les autres associations, même les fêtières, doivent soutenir l'action de l'UGRM. Parce que c'est très important. Et comme je l'ai dit, les présidents quand même se sont exprimés en faveur de ça. Et aujourd'hui, il faut peut-être une bonne coordination parce que arrivé à un certain niveau, l'UGRM est composé seulement des reporters. Qui dit reporter au Mali dit précarité, comme je l'ai dit tantôt. Il n'y a pas d'argent. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'argent. Si les fêtières quand même accompagnent l'UGRM dans ce combat-là, je crois que les fêtières sortiront grandis, même l'UGRM aussi, mais souvent aussi on va voir qui est devant la chose, est-ce que c'est pas lui seulement qui va avoir le nom, on regarde ce côté-là aussi pour tuer dans l'œuf les luttes, les combats. Donc il faut que la presse dépasse ces clivages politico-politiciens, parce que la presse n'est pas politique, la presse ne joue pas ce rôle, ne doit pas jouer ce rôle, et voir le professionnalisme, comme vous venez de dire, et que ce professionnalisme ne peut se faire que quand le secteur est assaini, quand le secteur est vraiment propre. Merci beaucoup, messieurs. Nous arrivons à la fin de cet entretien brut sur ce plateau. Voilà, nous sommes avec Boubacar Kanouté. Il est le président de l'Union des journalistes reporters du Mali. Confrère Kanouté, votre mot pour dire au revoir aux téléspectateurs. Et juste un mot de remerciement à vous d'abord pour l'invitation et aussi à mon co-débatteur Borma Soulou pour la qualité de l'intervention. Et merci aussi aux téléspectateurs de Mali TV qui s'imposent de plus en plus et grâce aussi à votre courage. Et merci beaucoup et beaucoup de persévérance. Nous serons là pour vous accompagner. J'espère que Mali TV joue aussi son rôle
en tout cas, suite à notre invitation aux différentes associations d'accompagner ces combats, et Mandé TV accompagne ces combats d'assainissement du secteur médiatique, notamment des réseaux sociaux, à travers cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kanouté. Soulo, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Comme on dit, les intérêts souvent unissent les forces, les unions. Avant que vous commenciez à l'attaquer, maintenant on est ensemble. On va venir vers vous. Merci beaucoup. On remercie aussi la diaspora qui nous regarde par le monde. Voilà, spécialement à la diaspora d'Espagne. Oui. J'ai eu pas mal de retours avec cette diaspora qui nous suit depuis Lisbonne et autres. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y aussi sur nos pages YouTube, Facebook. Mandé TV, Reflet du Mali. À la prochaine.